Ah, ça fait du bien d'être de retour. Salut à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur l'histoire de la mode. Alors, juste avant de commencer le sujet qui est tout à fait de saison comme vous l'aurez remarqué, je tenais juste à vous expliquer, surtout pour les nouveaux, que je suis enceinte de 8 mois et le terme arrive à grands pas. Et donc en ce moment je suis assez fatiguée et j'ai beaucoup de palpitations, ce qui fait que monter tout mon studio c'est compliqué parfois. Et donc le rythme va vraiment ralentir pour les vidéos. Mais ne vous inquiétez pas, d'ici à cet été, j'espère pouvoir le reprendre comme avant. Donc c'est parti, on enchaîne sur le sujet du jour. Aujourd'hui on va parler de fraises. Alors comme d'habitude, on va d'abord se poser la question de savoir qu'est-ce qu'une fraise. Alors pour comprendre, il faut déjà explorer un peu ses origines. Au début du XVIe siècle, sous François Ier, c'est la mode du grand décolleté carré, aussi bien pour les hommes que pour les femmes. Je vous invite à voir ma vidéo sur la chemise pour en savoir plus. Donc ces décolletés carrés sont bordés de petits plis assez fins qui en fait sont une espèce de col de la chemise qui est portée en dessous du vêtement. Ces petits plis sont en fait l'ancêtre de la fraise. Dans les années 1530-1540, c'est l'entrée en force du protestantisme. On voit les cols qui se referment et qui remontent petit à petit pour arriver jusqu'au cou. Et c'est la toute première apparition du col dans l'histoire de la mode. Cette tendance va se poursuivre sous le règne d'Henri II, qui est donc le fils de François Ier. Alors pour l'anecdote, Henri II est mort au cours d'un tournoi de joute et il est mort dans d'atroces souffrances puisque sa boîte crânienne avait été perforée. Effet assez étrange pour être noté, le roi avait autorisé ses chirurgiens de l'époque à prendre des condamnés à mort et à recréer la blessure sur eux pour pouvoir mieux soigner le roi. Bon, ça n'avait servi à rien, mais ça valait peut-être le coup d'essayer. Mais alors pourquoi appelle-t-on ce col une fraise? Eh bien tout simplement parce qu'à l'époque on lui trouvait une ressemblance avec la fraise de veau. Oui je sais, c'est beaucoup moins glamour que ce que vous auriez imaginé, mais... Renaissance style, que voulez-vous? On peut noter aussi que la fraise s'appelle parfois la collerette. Alors parfois elle est complètement assimilée à une collerette ou parfois on la porte avec une collerette. On va voir ça un petit peu plus tard dans la vidéo. Maintenant nous allons voir les premières années de la fraise. Il faudra attendre le règne du deuxième fils d'Henri II, qui est Charles IX, pour voir vraiment l'apparition de la fraise telle qu'on la connaît. Donc environ à partir de 1560. Dans la forme que nous lui connaissons, cette fraise adopte donc des godrons bien réguliers. Les godrons, ce sont en fait une alternance de creux et de saillies, donc une espèce de cannelure en fait. Et cette fraise se porte à l'époque détachée de la chemise. On l'attache au niveau du col. Et elle va bientôt commencer à prendre de la hauteur. Comme je le disais tout à l'heure, la plupart des femmes portent la fraise avec la collerette. La collerette, finalement, c'est un peu comme une fraise puisqu'il s'agit d'un tissu cannelé et rigide que l'on dispose autour de l'encolure de la robe. Alors j'ai recueilli une anecdote assez inédite d'un historien des sciences qui s'appelle Michel Serres, qui suppose que le vêtement est adapté à la condition de vie des personnes et notamment à leur santé. Il émet l'hypothèse que la fraise ait été créée à cette époque pour cacher des signes de la syphilis qui s'appelle le collier de Vénus. En fait, il s'agit de taches brunâtres qui apparaissent autour du cou et qui seraient assez spécifiques pour en déduire la qualité de vie de la personne. Encore un détail beaucoup moins glamour sur la fraise. Je tiens à rappeler tout de même qu'il ne s'agit que d'une hypothèse, puisqu'à cette époque c'est quand même la grande mode du protestantisme, et cet habit noir à col montant est quand même caractéristique des huguenots qui ne prônent pas ce genre de style de vie. La fraise va connaître une deuxième évolution avec le retour en vogue du catholicisme. Au XVIe siècle, nous sommes en pleine guerre de religion. La mode s'alterne entre catholicisme, protestantisme et il y a en tout 8 guerres de religion pendant cette époque. Alexa, allume le dressing. Dressing ne répond pas. Parmi ces 8 guerres de religion, vous n'êtes pas sans savoir que la nuit de la Saint-Barthélemy a eu lieu à Paris
le 24 août 1572. Donc ce retour du catholicisme a été lié à une réapparition de la richesse et du luxe dans le costume. Vous savez, c'est comme en architecture, une des composantes qui différencie vraiment le catholicisme du protestantisme, c'est cette abondance de richesse. Donc par opposition à l'austérité protestante, on porte des fraises de plus en plus larges et de plus en plus échancrées. La fraise s'agrandit en hauteur, comme je vous l'annonçais, et bientôt elle va s'agrandir aussi en largeur sous le règne d'Henri III. C'est d'ailleurs sous le règne d'Henri III que la fraise connaît son véritable âge d'or. Donc dans les années 80, un peu comme nos années 80 du XXe siècle, on a connu tout ce qu'il y a de plus ostentatoire et de ridicule dans le costume, et évidemment ça s'applique à la fraise. Et je vous invite aussi à regarder ma vidéo sur la braguette si vous voulez d'autres exemples de la mode de la fin du XVIe siècle. Il faut noter tout de même que ce sont de plus en plus les femmes qui continuent à porter cette fraise exubérante, alors que les hommes commencent à lui préférer tout doucement le col. D'ailleurs, les collerettes des femmes se sont tellement agrandies que ça finit par leur créer une espèce d'éventail autour de la tête. Je vous ai trouvé un petit extrait de 1587, écrit par François Delanoux, qui nous parle de la fraise. Cette inconstance en habit dénote une grande légèreté d'esprit, d'où s'ensuit la purgation des bourses et matière de risée aux étrangers. Car quand nous allons en leur pays et qu'ils aperçoivent ces grandes fraises et vertugades des femmes, cela est fâcheux de s'appauvrir de ces extravagantes folies, et puis encore être moqué. Bon, c'est de l'ancien français, alors en gros ce que l'auteur veut dire c'est qu'à cette époque les Français s'inspirent de la mode espagnole, donc qui est cette mode de la fraise exubérante et qui se généralise à tout le costume. Il explique en fait cet attrait pour cette mode par le fait que les personnes qui la portent en Espagne sont jeunes et riches et que forcément ils en voient beaucoup plus de rêves que les vieux qui s'habillent tout en noir avec leur col montant. Mais finalement, cette mode ne va pas durer longtemps, puisqu'à la fin des années 80, on voit déjà le retour d'une fraise plus petite, et au XVIIe siècle, les modes françaises et espagnoles vont complètement se séparer. Il y a d'ailleurs une autre mode espagnole, comme l'explique François Delanoux, qui a fait fureur en France à cette époque, c'est le vertugade, ou vertugadin, qui est l'ancêtre des paniers. J'ai une vidéo là-dessus si ça vous intéresse. Une vidéo bien gratinée si je peux me permettre. Alors maintenant, nous allons passer au XVIIe siècle. Enfin, à l'orée du XVIIe siècle. Dans les années 1590, la fraise n'est plus du tout à la mode puisqu'elle est seulement portée pour les très grandes occasions sous le règne d'Henri IV, et les hommes ont tendance à lui préférer une petite nouvelle qui s'appelle la fraise à la confusion. Alors je vous ai trouvé la description d'un seigneur qui date de 1595. Aussi avait-il le pourpoint à la nouvelle façon, son haut de chausse à l'espagnol, demi-détaché, la fraise à la confusion, et jurait très élégamment quand il parlait. Mais qu'est-ce qu'une fraise à la confusion? Eh bien, il s'agit d'une fraise qui n'est pas empesée. Empesée, c'est-à-dire rigidifiée à la poudre d'amidon. Donc cette fraise retombe, puisqu'elle n'est plus rigidifiée. Elle forme d'abord plusieurs petites collerettes rabattues, puis de grands collets et se termine enfin en un col classique. Ce col est bordé de dentelle et il est vraiment très caractéristique du règne de Louis XIII. Et comme je vous l'annonçais, il va y avoir vraiment une différenciation entre cette mode française et espagnole, puisque Louis XIII va interdire le port de la fraise. On va même s'en servir pour caricaturer les Espagnols avec leur mode complètement désuète. Bon, les Espagnols vont quand même finir par abandonner la fraise aux alentours de 1620 pour des raisons d'économie et de sobriété du costume. À l'époque, il y a beaucoup de rivalité entre la France et l'Espagne, qui sont les deux grandes puissances de l'Europe. L'Espagne est quand même un assez grand empire pour l'époque. Et on peut ainsi dire qu'à partir de là, la fraise a complètement disparu du costume de cour. Il faudra attendre la Révolution pour la retrouver chez nos célèbres merveilleuses, qui n'hésitent pas un instant pour se faire remarquer par des modes complètement désuètes ou ridicules. Mais bon, on peut leur reconnaître qu'elles ont quand même lancé une mode puisque ce port de la fraise va se confirmer sous le Premier Empire avec Joséphine qui va en devenir l'ambassadrice avec cette espèce de collerette qui lui donne une allure de cygne. Oui, il faut savoir que Joséphine a vraiment un truc avec les cygnes, c'est son animal. Et après ça, la fraise retombe dans l'oubli.
Et quand je dis dans l'oubli, c'est dans l'oubli total, puisqu'aujourd'hui, les seules personnes qui portent encore la fraise font partie de la garde du pape, la garde suisse, qui dans son costume d'apparat possède encore une fraise. Il faut tout de même noter qu'on peut retrouver la fraise de temps à autre dans les défilés de haute couture, mais on ne l'a plus jamais retrouvée dans la mode de tous les jours. Et voilà que se termine notre vidéo sur la fraise. Comme quoi le débat de la fraise française ou espagnole ne date pas d'aujourd'hui. Alors dites-moi en commentaire si c'est une mode que vous appréciez, puisque on est quand même en droit de trouver cet élément du costume assez étrange, puisqu'il n'a pas vraiment d'utilité. Est-ce que vous pensez, vous, à la théorie de cacher des signes de la syphilis, ou est-ce que vous pensez que c'est simplement un col qui a un peu dégénéré dans une époque où tout était grandiloquent? Et j'aimerais aussi savoir si c'est une tendance que vous seriez capable de porter aujourd'hui. Pour ma part, j'en ai déjà fait l'expérience puisque j'avais demandé à ma mère de me coudre une petite fraise. Alors c'était une fraise à la confusion qui n'avait que 2 petits rabats. Alors je l'ai portée souvent pour des soirées, donc avec des tenues de soirée ça passe beaucoup plus facilement. Mais la seule fois où j'en ai porté dans la rue, c'était pour aller à l'école, en fait, c'était en école d'ingénieur. J'avais donc cette petite fraise blanche à la confusion, une veste blanche rayée noire à la Beetlejuice, avec un petit haut zippé que je m'étais cousu moi-même. Et pour faire simple, en bas, j'avais un slim noir avec des chaussures, je sais vraiment plus lesquelles. Eh bien, je peux vous dire que les regards se sont énormément retournés sur mon passage, non seulement parce que c'était le tout début de la mode des vestes Beetlejuice, et je pense qu'associé à la fraise, ça a dû faire un peu trop pour les gens. C'était assez marrant à voir et c'est vrai que ça m'avait fait quand même assez bizarre et je crois que depuis, j'avais dû la reporter 1 ou 2 fois dans la rue, mais c'est tout. Et je la garde pour des tenues de soirée plutôt. Donc dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de pouvoir vous préparer ça et tourner à nouveau parce que ça me manque énormément. Et j'espère qu'on se reverra avant mon accouchement. Si ce n'est pas le cas, eh bien je vous invite à me rejoindre sur Instagram car là je suis quand même beaucoup plus active et surtout je peux vous faire passer des annonces sur mes prochaines vidéos et je peux vous demander ce qui vous plairait ou pas. Donc c'est vraiment une source d'échange qui est vraiment top. Donc n'hésitez pas à me suivre et en attendant je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!